Bonjour. Le plaisir est le mien de prendre la parole et de pouvoir vous expliquer la relation qu'il y a entre l'idée et la forme chez Platon. Et on verra comment cette relation est reçue par Cassirer, une des figures de la philosophie contemporaine. Et donc, vous voyez, Platon est né au 5e siècle avant Jésus-Christ et que Cassirer, c'est en 1874 et il est mort en 1945. Et donc, vous voyez l'actualité de Platon jusqu'à l'époque moderne. Et alors, donc, je vais essayer en 3 moments, essayer d'examiner cette relation. Et donc, je vais d'abord commencer par montrer comment chez Platon, la connaissance est comprise comme un lien. Parce que les termes d'idée et de la forme, on va essayer de le mettre en relation avec le concept de connaissance et aussi avec le concept de langage. Comme ça, on pourra être en lien, en relation avec le cours de Platon sur Cratyle. Et le deuxième moment, on parlera de la façon dont Platon établit les liens entre connaissance et langage. Et donc, c'est le Cratyle qui va être notre référence principale. Et finalement, je vais vous parler de la connaissance telle qu'elle est comprise par Cassirer. Alors, Cassirer ne parle pas explicitement du lien, mais parle de la relation symbolique. La connaissance est une relation symbolique. Et on verra quel rapport y a-t-il entre ce que dit Platon et ce que dit Cassirer. Et Cassirer, dans sa façon de décrire notre façon de connaître, quel rôle, quelle importance il accorde aux idées de Platon. Ce sera le contenu de notre conférence d'aujourd'hui. Alors, sans tarder, j'aimerais vous donner mes sources. Donc, il y a la République de Platon, c'est l'œuvre principale de Platon. On aura à examiner quelques passages, mais il y a aussi, comme je venais de vous le dire, le Cratyle et probablement, on va voir quelques passages ou un seul passage du Ménon. Alors, par rapport à Cassirer, vous voyez, j'ai défendu une thèse sur Cassirer et ça signifie que c'est toute la source, tout ce que je fais dans mon travail aussi. Mais je prendrai plus spécifiquement son œuvre principale, la philosophie des formes symboliques. Cassirer a écrit 3 tomes. Il y a même un 4e tome qui était sorti après sa mort. Et donc, ça fait 4 tomes sur la philosophie de formes symboliques. Excusez-moi, c'est des ouvrages comme ça, mais 4. Et puis, puisqu'il s'agit de la connaissance, eh bien, il a écrit également 4 tomes sur ce qu'il appelle le problème de la connaissance. Et donc, on va voir avec ces sources comment on pourra se faire une idée correcte sur cette relation entre idée, forme, connaissance, langage. Il y a aussi l'art africain. Une des sources de ma conférence, parce que on parle peut-être mieux que de ce qu'on a vécu soi-même. Et pour illustrer ce que signifie la forme chez Cassirer, eh bien, on pourra dire quelque chose sur l'affiche. Donc, une œuvre d'art comme une forme aussi chez Cassirer.
Et on verra également comment Platon également fait allusion à l'art. Alors voilà, passons directement au premier point. Donc, je venais de parler du lien entre le fait que Platon conçoit la connaissance comme un lien. Mais essayons de faire un petit rappel. Vous avez eu un cours de Platon. Essayons de faire un petit rappel pour savoir où situer les concepts d'idées chez Platon. Alors, vous savez que Platon distingue, excusez-moi, Platon distingue deux mondes. Il y a le monde, le premier et le deuxième. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici pour le premier monde? Sensible, merci. Et le deuxième monde? Intelligible. Merci beaucoup. Intelligible. Maintenant, nous devons situer l'idée de Platon. Est-ce que c'est dans le monde sensible ou dans le monde intelligible? C'est dans le monde? Ouais, je demande parce que je vous ai vu en train de chercher à parler. Merci beaucoup. Ici, on a l'idée, mais vous savez, ici, c'est le monde que Platon appelle monde du devenir, monde de l'opinion. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle, parce que ici, nous vivons comme dans une caverne, et il y a le soleil qui éclaire, parce que ce n'est pas la vraie réalité ici, et qu'il y a le symbole du soleil qui éclaire. Nous qui sommes enfermés, on ne voit pas l'être tel qu'il est. Et ici, nous avons l'idée. Alors, ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a une hiérarchie des idées chez Platon. Le soleil est représenté ici par l'idée du bien. Ça serait l'idée suprême. Et qu'il y a d'autres formes d'idées. Et quelque part, avant d'arriver à ces idées, à cette idée parfaite, éternelle, il y a les mathématiques. Les idées mathématiques, les formes mathématiques, et Platon parle spécifiquement de la géométrie, mais avant d'aborder la géométrie, il aborde l'arithmétique. Mais ce qui nous intéresse, c'est la géométrie. Alors, voilà, on s'est fait une idée de la distinction que Platon établit entre les deux mondes. Et nous voyons où se situe l'idée. Maintenant, il y a peut-être des commentateurs de Platon qui, pour des raisons qui sont les leurs, ils se défendent bien, qui pensent qu'il y a une séparation entre les deux mondes. Mais ce que je veux essayer de montrer, qu'il n'y a pas de séparation. Il y aura un pont à établir entre les deux mondes, que Platon le fait lui-même, et que c'est ça ce qui intéresse Cassirer. Alors, voilà, sans tarder, nous allons essayer de parler du lien qui définirait, selon Platon, la connaissance. Alors, Platon, je prends un texte de Ménon, il est tellement célèbre, ce passage, où Platon, et vous savez que Platon, c'est Socrate qui est le modèle du philosophé, et le dialogue entre
Socrate et le jeune Ménon, qui n'étaient pas très... Ils n'avaient pas le savoir qu'avaient, par exemple, les sophistes à l'époque, parce que ce que je voudrais également mentionner, c'est que le fait que Platon ait distingué ces deux types de monde, ça a un sens par rapport à sa formation. Ici, c'est l'influence que Platon a subie de l'étude qu'il a eue d'Héraclite, un philosophe antique avant Platon, avant même Socrate. Héraclite. Et Héraclite disait que tout coule, tout change. On est dans le monde, mais tout en n'étant pas dans le même monde. Et il dit, on ne baigne pas deux fois dans un fleuve. Donc tout passe. On voit qu'il fait beau, il ne fait pas beau, il y a des nuages, il y a le soleil, tout change dans le monde. Et quand on nous voit, nous les hommes, on voit qu'on est vraiment différents. On a des origines différentes. On a peut-être des couleurs, de races différentes. Mais Platon ne s'arrête pas là. Il dit, mais nous constatons également que, en dépit de ces caractères changeants, il y a quelques caractères constants qui reviennent et qui font que, qu'on dise, voilà l'homme. Donc, vous voyez, il y a le devenir, mais il cherche également ce qui ne devient pas, ou quelque chose qui revient, le retour du même dans ses devenirs. C'est ça ce qui fait l'idée chez Platon. Et là, ce n'est plus Héraclite, mais c'est tout l'enseignement qu'il a eu auprès de pythagoriciens. C'est là qu'il a appris l'éternité de l'âme. Et aussi Parménide qui disait que, au lieu de dire que tout coule, tout change, Parménide disait, un autre philosophe avant Platon, celui-ci disait, Parménide, excusez-moi, N-I-D-E, lui disait l'être est. Et donc pour Platon, ce qui est, ce n'est pas ici dans le monde de devenir, mais c'est dans le monde intelligible. Donc, vous voyez, ces sources de formation ont un lien avec sa philosophie aussi. Alors, je parlais du passage du Ménon, excusez-moi pour ces retours. Socrate cherchait à... Il posait des questions à un jeune qui s'appelle Ménon, et il voulait montrer à Cratyle comment le jeune pouvait, rien que par des questions que lui posait à ces jeunes-là, que le jeune pouvait être capable de comprendre comment on peut trouver les dédoublements d'un carré, comment trouver l'espace double d'un carré. Et Socrate lui pose des questions, et finalement, le jeune homme était capable de dire que non, c'est en traçant une diagonale qu'on peut trouver les dédoublements du carré. Alors, Socrate venait de prouver à Cratyle comment le jeune était capable de pouvoir arriver à la connaissance. Et il disait que, voilà, il avait en lui des opinions vraies. Et moi, comme dialecticien, simplement en posant des questions, et les jeunes hommes arrivent à trouver la réponse, donc à trouver la connaissance. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de vous enseigner la géométrie ici, mais de comprendre ce que Socrate voulait, le message qu'il voulait communiquer à travers cet exemple. Alors là, c'est comme ça que Socrate dit, il fait les rapports entre ce qu'on appelle opinion vraie et ce qu'on appelle connaissance. Et il distingue deux domaines pour faire cette distinction.
Est-ce que je peux carrément détacher, c'est ça? Merci. Alors, ce qui nous intéresse, c'est opinion vraie qui peut donner la connaissance. Ça, c'est le thème cher à l'épistémologie depuis l'époque moderne, contemporaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que Platon avait déjà dit quelque chose au sujet de l'épistémologie. Vous trouvez dans le résumé de la conférence qu'on parle du mot épistémologie. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'est l'épistémologie, mais par rapport à notre conférence, une des problématiques de l'épistémologie, c'est de pouvoir distinguer ce qui relève des opinions et ce qui relève de la connaissance véritable. Et ça vient de l'épistémologie, du terme même de l'étymologie, je vais dire, épistémé, en grec, qui signifie connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance valide. Et donc, c'est étonnant de voir que Platon, déjà, au 5e siècle avant Jésus-Christ, défendait ce point de vue selon lequel on peut passer de l'opinion vraie à la connaissance. C'est cela qui m'intéresse dans l'exemple que je venais de vous donner tantôt. Et on peut le démontrer sous deux aspects, ou en prenant deux directions différentes. On peut seulement le faire par rapport au savoir de type abstrait, pur, qu'on a dans les mathématiques, en physique. Et Cassirer le fait également. Mais moi, je ne prends pas cet aspect-là. Ce qui m'intéresse, c'est que, vous vous rappelez, j'avais dit qu'il y a un lien entre les deux mondes. Comment comprendre que Platon, qui placerait les idées dans le monde intelligible, comment pourrait-il concevoir que, à partir des actions dans le monde sensible, visible, dans notre monde ici, et qu'il est possible de faire ressortir de nos actions les idées. C'est ça ce qui intéresse. Donc, Platon avait quand même une valeur qu'il accordait à ce monde sensible. Parce qu'on a l'impression, quand on présente les deux mondes, c'est comme s'il n'y a pas de lien. Il y en a bel et bien un, et c'est ça ce que nous allons essayer de montrer, et c'est cela que vous trouvez dans le Cratyle. Je vais y revenir. Dans le livre que vous lisez, il y a cet exemple-là. Alors, donc, Platon dit que les opinions vraies ne peuvent devenir connaissances que lorsque ces opinions sont liées dans un raisonnement. Dans un raisonnement, et il faut être capable d'en donner une explication. C'est alors que l'opinion vraie peut devenir connaissance. Et c'est cela ce que fait l'épistémologie. Alors, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue moi-même. Moi, je ne suis pas né dans une grande ville. Je ne suis pas né à Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Je suis né dans une petite ville d'une province et c'est non loin de mon village. Alors, il arrivait que quelquefois, on allait passer quelques temps de vacances au village pour voir nos grands-parents et toute la famille. Et chez moi, on nous disait que voilà, il y a des fontaines naturelles, donc il y avait des montagnes,
Et au pied de la montagne, il y avait des fontaines, parce que pour boire de l'eau, il n'y a pas de fontaines modernes comme on les trouve ici. Il faut aller, et c'est dans la forêt. Vous êtes dans le village, mais il faut entrer dans la forêt. Et la forêt chez nous, c'est la forêt tropicale. Il y a des coins où on n'a jamais mis de pied. Donc, c'est vraiment énorme comme forêt. Alors moi, c'était après mes études secondaires, avant que je n'aille à l'université. Donc, j'étais quand même curieux de savoir comment aller à cette fontaine-là seul. Je ne voulais pas être accompagné, je voulais vivre cette expérience de la forêt. Parce qu'on nous disait, il y a des lions, il y a des éléphants. Et alors moi, je voulais vivre ça. On nous racontait même, il y a une espèce de singe au Congo, le bonobo, qui est presque comme un humain. Il fait des choses comme nous, là. Et on nous racontait que dans le voisinage de cette fontaine, il y a des arbres, c'est fabuleux, et on voit les bonobos jouer, faire des trucs incroyables. Moi, je voulais vivre ça. Alors, je demande à un de villageois, je dis, mais est-ce que pourriez-vous m'expliquer comment je peux aller à la fontaine? Et il me dit, mais il me tient par la main. Il dit, viens, je vous conduis. Je reprends ma question, je dis, mais j'aimerais le faire moi-même. Alors, la seule chose qu'il me disait, viens, je vous conduis. Venez, je vous conduis, pardon. Je reprends la troisième fois. Il commence à dire, vous allez là-bas, vous passez là-bas, et vous trouverez la fontaine au pied de la montagne. Là-bas, là-bas. Je ne comprends pas. Alors, je me documente, je cherche, je pose des questions à d'autres. C'était la difficulté de pouvoir vous donner un schéma clair, précis. Et je me suis débrouillé avec des petites informations que j'avais. Et je suis allé, j'ai essayé, et je suis arrivé à la fontaine. Et j'ai découvert qu'il n'y avait pas seulement la fontaine, mais il y avait également, parce qu'il y a de l'eau qui sort à travers un chaos de rochers entassés les uns sur les autres. Il y a de l'eau et on a aménagé un espace. Et bien, on a fait une fontaine. Les gens vont chercher de l'eau à boire. Dans le voisinage, disais-je, il y a une piscine naturelle parce qu'il y a de l'eau là qui descend des rochers. Il y a quelque part où on pouvait aller nager. C'est fabuleux, je vois les bonobos. Voilà, j'ai fait une expérience. C'est presque un des exemples que Platon donne. Lui parle de Laris, comment aller à Laris. Et il dit, même si soi-même, on s'y est pas encore rendu, mais en ayant quelques idées, quelques schémas, vous pouvez vous en faire une opinion droite et pouvoir décider et tenter l'expérience et arriver à destination. Donc voilà, ce que moi j'avais, c'était des opinions. Ouais, les villageois n'étaient même pas capables de m'expliquer. Et en épistémologie, on dit qu'il n'y a pas de connaissance si vous n'êtes pas capable d'expliquer. Donc, il faut communiquer. Donc, il n'y a pas de connaissance sans en donner un schéma abstrait. Il n'y a pas de connaissance sans en avoir une idée. Et donc, moi, j'ai fait cette expérience-là, et voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce n'est pas de montrer ces liens entre les deux mondes, ce n'est pas en prenant, par exemple, la physique, la géométrie, mais Platon le dit qu'à partir de nos actions, il est possible de faire ressortir de schémas abstraits qui peuvent nous aider à arriver à la connaissance. Voilà ce qui intéresse. Et ça, c'est un des thèmes les plus chers en épistémologie contemporaine.
Il y a des grands, très grands philosophes contemporains qui construisent leur philosophie autour de ces passages des opinions vraies à la connaissance, à l'épistémie. Et voilà que nous les trouvons chez qui? Chez Platon. Alors, maintenant, donc, vous voyez le raisonnement. Parce qu'il dit bien, vous les lisez dans le Ménon, il mentionne explicitement, il faut que ces opinions soient liées, mais pas n'importe où, dans un raisonnement, pour que ça fasse preuve d'une connaissance. Et on ne s'arrête pas là, il faut expliquer. Alors, voyez le jeu, voyez le style de Platon dans ses dialogues, comment se comporte Socrate vis-à-vis de ses interlocuteurs. Il se présente toujours comme quelqu'un qui est ignorant. Et ce qu'ils font, c'est partir de certaines vérités, de certaines prémices que Socrate accepte volontiers, mais que le dialogue, l'échange va déterminer le point important, ce sur quoi ils se mettent d'accord. Donc, c'est pour montrer comment est-ce que la connaissance chez Platon ne dépend pas de ce que moi je veux, de ce que moi je ressens, de ce qui sont mes opinions, mais dépend également de ce que les autres conçoivent. C'est comme ça, il dit, il faut d'abord commencer à s'entendre sur ce concept-là. Il faut les définir. Et après les avoir définis, il faut expliquer, il faut donner des exemples. Si c'est vraiment épistémologiquement signifiant. Et c'est vraiment étonnant de le trouver chez Platon à cette époque. Et donc, vous voyez ces styles-là qu'on retrouve dans tous les dialogues de Platon. Et que signifie raisonnement? Raisonnement est un élément du langage. Donc, pour se comprendre, pour arriver à la connaissance, il y a la contribution du langage. Et que ce langage doit obéir à des règles, d'où raisonnement. Et donc, ceci nous permet de passer au deuxième moment, qui est de faire le rapport entre connaissance et langage. Et là, nous abordons le Cratyle. Comme vous le savez bien, vous lisez le Cratyle, vous savez qu'il s'agit de la problématique entre le mot et la chose, et qu'en lisant, Platon ne parle presque pas du mot. Ce que Platon utilise, c'est plutôt le nom. Alors, je vais vous proposer un chemin. On dit souvent qui casse paye, mais ici, ça ne s'applique pas. Je casse, mais je ne vais pas payer. Bon, voilà, c'est pour essayer de... Bon, voilà, je parlais du lien entre connaissance et langage, et que je venais d'établir un lien entre langage, raisonnement, définition des concepts, explication, montrer les liens entre vos concepts. C'est cela qui peut nous amener à la connaissance. Alors, je parlais de Cratyle. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord le nom. Là, ce n'est pas mot, mais c'est nom. J'étais, vous voyez, en dépit de toutes mes expériences en philosophie, je me suis rendu compte que c'est pas une... J'avais lu les ouvrages de Platon et je reprends, mais c'est comme si chaque fois que je relis, je comprends encore quelque chose de nouveau. C'est fabuleux. Et je vais expliquer pourquoi c'est comme ça. Cassirer va nous aider à comprendre. Parce que lui parle de l'homme comme un être symbolique. On va voir ce que ça signifie. Alors faites attention.
quand Platon parle du non, eh bien, moi, je l'ai bien compris. Je l'avais un peu compris déjà, mais j'ai eu des éléments un peu plus précis par rapport à la philosophie du langage. Donc, il y a une philosophie qui étudie le langage. Et ce que moi j'ai fait dans ma thèse, c'était de réfléchir sur le rapport en épistémologie entre langage et connaissance chez Cassirer, qui prend des exemples venant de toutes les disciplines. Ce qu'il y a de propre pour un nom, c'est d'avoir un sens. Je m'appelle Georges, mais d'autres personnes peuvent avoir le même prénom. Et que Georges, c'est la langue française. Il est possible qu'il y ait un sens donné par la langue. Mais le nom Georges fait partie également de mon identité. Donc, Georges renvoie à des individus concrets. Donc, il y a toujours ce rapport entre le sens et la référence, c'est-à-dire c'est à quoi renvoient les noms. Et c'est cela qui ferait qu'on ne confonde pas. Parce que chaque nom aura un référent. Georges se réfère à moi. Mais dans une autre langue, on peut peut-être trouver une autre façon d'appeler Georges, dont on aura d'autres sons articulés. En allemand, par exemple, on dit Georg. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce qui est propre pour un nom, je reprends, c'est de renvoyer à un objet. En logique, par exemple, on dit je suis comme un objet. Le fait que j'ai une référence de tel concept. Dans le Kratil, c'est quoi un nom? Qu'est-ce que Platon comprend par nom? Donc, il faut faire attention parce que au niveau du développement de toutes les études sur le langage, je trouve que Platon avait déjà précédé ce que un fondateur de ce qu'on appelle la sémantique. C'est aussi un Allemand, Gottlob Frege. La sémantique, c'est cette étude qui fait les liens entre les termes et c'est à quoi les termes renvoient. Le nom, ce n'est pas seulement de nom propre, mais un énoncé est aussi un nom. Parce qu'un énoncé va avoir un sens qui est donné par la langue. Mais un énoncé doit avoir également un objet auquel il se réfère. Et dans le langage de Kratil, vous remarquez qu'il dit le nom, c'est ce qui dit une chose. Donc la chose, c'est ce à quoi renvoient les noms. Mais en même temps, le nom chez Platon, c'est un énoncé. Parce que dire une chose, c'est formuler un énoncé. Donc, voyez les débuts de la discussion entre Socrate et Hermogène, c'est autour de ces problèmes-là. Et apparemment, c'est comme s'il y a une confusion de registres entre les deux. Parce qu'on le comprend plus tard, quand Socrate parle du menuisier. Il dit, par exemple, nous allons voir le nganga que vous voyez de chez moi, de mon village, représente toute une fonction sociale. Mais la façon d'arriver à avoir cette sculpture-là n'est pas toujours la même. On ne prend pas toujours les mêmes éléments, parce que moi j'ai été au village
et j'allais de village en village, et même les villages qui ne sont pas le mien. Mais, ce qui comptait, c'est d'avoir la forme de ce que représente un Nganga, cette fonction sociale. Le Nganga, c'est une espèce de médecin traditionnel. Il est capable d'invoquer les esprits et que ces esprits surnaturels peuvent lui communiquer un savoir. Ils peuvent lui dire, par exemple, vous voyez, il y a tel qui est malade et il a besoin de telle substance. Allez dans la forêt, à tel endroit, vous trouverez telle substance et vous arriverez à guérir le malade. Alors, le problème, c'est que le sculpteur qui nous donne cette représentation, quand il fait ça, il n'a pas cette forme et il n'a pas cet objet devant lui. Il a une forme qu'il communique. Et alors, chaque artiste ne prend pas exactement les mêmes éléments ou la même qualité d'éléments pour faire ça. Et Socrate fait le parallélisme avec nos langues naturelles. Quand il parle des barbares, des Grecs, il dit quels que soient les éléments qu'ils ont, mais pour fabriquer un nom, c'est toujours sous la surveillance de ce qu'il appelle les dialecticiens, parce que le but, comme pour l'œuvre d'art, c'est de nous montrer cette forme-là, cette idée du Nganga, cette fonction du Nganga. Mais pour le langage, pour le nom, le but, c'est de nommer les choses. Donc, on peut avoir plusieurs fabricateurs de mots, de noms, mais ils auront tous le même but. Il faut que ce mot arrive à nommer les choses. Voilà la référence chez qui? Chez Platon. Donc, les noms, les mots doivent dire les choses. Et on va voir, c'est quoi la chose chez Platon? Vous avez eu des éléments dans le cours. Je vais approfondir. C'est quoi la chose chez Platon? Est-ce qu'il s'agit de la chose du monde sensible, de ce qu'on peut toucher, ou d'une autre espèce de chose? On va voir. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que cette théorie du nom propre que l'on trouve chez Frege a des sources chez Platon. Parce que c'est ça ce que fait Frege, justement. Donc, vous voyez, toute la discussion entre Socrate et Hermogène, c'est autour de ce problème-là. Et Socrate est parvenu à lui montrer que voilà, quel que soit l'artisan, mais on a le même but. Je peux dire que ça, c'est une table. En allemand, je vais dire der Tisch. Ce n'est pas le même son, mais ça dit la même chose. Donc, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de mon vouloir, de ce que je veux. Il faut que, quel que soit le mot que j'ai, il faut que ça dise les choses. Voilà l'objectif. Donc, voilà la référence. Et c'est après que Hermogène s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur. Parce que lui prenait que les choses sont relatives à nous. C'est l'influence qu'il a subie de Protagoras. L'homme est la mesure de toutes choses. Mais Socrate est arrivé à l'aide des définitions à lui montrer que c'était faux. Et l'élément le plus crucial de la discussion, c'est lorsque Socrate commençait à lui parler de la vérité. Mais les énoncés, lorsqu'ils ne décrivent pas les choses, lorsqu'ils ne disent pas des choses, c'est des énoncés faux. Vous pouvez m'appeler cheval au lieu de m'appeler homme, comme vous voulez.
Mais est-ce que dans l'entendement des autres, c'est clair, comme dans votre entendement, au lieu d'attribuer homme à une personne que vous voyez, vous vous dites, je l'appelle cheval. Est-ce que cela correspond à la réalité des choses? Et c'est comme ça que Socrate arrivait à lui montrer, attention, il y a peut-être des énoncés qui sont faux, et il a compris finalement avec la notion de vérité. Donc, vous voyez que c'est crucial, c'est important. C'est donc le langage qui a aidé Hermogène à pouvoir comprendre qu'il était dans l'erreur. Et ce langage s'est construit. Il fallait s'entendre sur des éléments le plus simples possible, le nom, le mot, les énoncés, et on peut également mettre en lien des énoncés. Et alors, il a compris qu'il était dans l'erreur. Donc, voilà comment Platon nous montre que, voilà, le lien doit être bien établi. Le lien signifie définir des concepts et faire des liens pour qu'on vous comprenne. Et lui l'a prouvé. Alors maintenant, je reviens à la nature des choses. À quoi renvoient les choses selon Platon? Est-ce que les choses, c'est dans le monde sensible ou dans le monde intelligible? Donc, Platon n'a pas la compréhension de la chose comme chose visible, palpable. La chose, c'est dans le monde intelligible, parce que le mot renvoie aux choses. C'est comme ça qu'on a la connaissance. Or, la connaissance chez Platon, c'est synonyme de quoi? D'idée. C'est l'idée qui est la connaissance. La connaissance, l'idée chez Platon, ce n'est pas l'acte de l'esprit. Non, non. L'idée, c'est là la connaissance. Parce qu'il n'y a pas de connaissance dans le monde qui change. La connaissance, c'est dans le monde intelligible qui reste le même. Et donc, lorsqu'on passe des opinions vraies à la connaissance et qu'on dise que nos mots renvoient aux choses pour avoir la connaissance, bien, les choses appartiennent au monde intelligible. C'est comme ça que Cratyle croyait qu'il avait raison, parce que lui avait également presque la même compréhension du rapport entre mots et choses, mais Socrate lui fait voir qu'il ne s'agit pas de la même nature de choses dont il parlait. Et que ces choses-là, c'est vraiment dans le monde de la connaissance, le monde des idées. Donc, le plus important, ce que je voulais vous montrer, c'est que à quoi renvoient les noms, les énoncés? Il faut que ces énoncés disent les choses pour avoir la connaissance. Mais Platon ne s'arrête pas au niveau des connaissances pures, abstraites de mathématiques. Même si on venait de montrer que pour lui, il faut arriver à cette idée du bien. C'est vraiment ça la connaissance, la perfection. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir comment dans le Cratyle ou dans l'autre passage du Ménon, comment il fait ressortir les choses des actions du monde sensible. Aller d'un point A vers un point B, je me fais des opinions vraies et j'arrive à la connaissance. Et que je sois capable d'expliquer, j'arrive aussi à la connaissance. Donc, vous voyez, c'est ça ce qui est intéressant. Et Platon donne les différents... Donc, le mot renvoie aux choses, mais le mot renvoie aussi aux actions qui se rapportent aux choses. Donc, il y a ces deux aspects. Et les actions, il parle de l'action de nommer, l'action de dire ou de parler, mais l'action d'aller d'un point A vers un point B. Et dans le Cratyle, vous remarquez qu'il parle de l'action de brûler. Alors, on peut se faire une opinion droite de cette action de brûler. Mais il faut l'expérimenter. Mais je ne vous demande pas d'aller l'expérimenter, de prendre votre bras et de vous faire brûler. Mais pour Platon, c'est de cette nature-là
C'est à cette nature-là, voulais-je dire, qu'appartient l'action de brûler. Il faut le vérifier comme ça. Tu te fais une idée, une opinion, mais il faut vraiment le vérifier comme moi, j'ai essayé, après des informations que j'ai eues, de chercher à aller à la fontaine. Donc voilà, à partir des actions, on peut faire ressortir les choses. Parce que les choses, c'est la connaissance que j'ai finalement. Donc, Platon demeure le philosophe le plus métaphorique possible. Donc, il faut être attentif à ces jeux de mots. Il ne faut pas le prendre terre à terre, il ne faut pas le prendre d'emblée. C'est un style qui construit, qui fait des exemples, c'est vraiment impressionnant et c'est cela le vrai modèle du philosophie. Alors, maintenant, Cassirer, j'arrive au troisième moment. C'est ça ce qui intéresse Cassirer. C'est le fait que Platon, après avoir distingué les deux mondes, puisse également dire que, il est possible qu'on parte des actions du monde pour arriver à la connaissance, à l'idée. Donc, le contenu de l'idée chez Platon peut être compris à partir des actions du monde. Et là, il y a un bel extrait, permettez-moi, un beau passage de Cassirer dans le 3e tome de la philosophie des formes symboliques. Et il cite explicitement Platon. Je peux vous retrouver le passage ici. Et c'est ça ce que je trouve de très intéressant. Platon n'a pas découvert le contenu et le sens de l'idée uniquement dans l'ordre du savoir et de la connaissance pure. Il ne les trouvait pas moins dans toute action formatrice, aussi bien dans l'activité morale que dans l'activité fabricatrice. Le fabricant qui produit par son art un certain ustensile ne procède pas, ce faisant, en vertu d'une simple habitude ou routine artisanale. C'est au contraire une forme première de vision spirituelle qui détermine son action et lui montre la voie. Les menuisiers qui façonnent une navette n'imitent pas une chose déjà existante là devant lui comme modèle sensible, mais il a égard à la forme, à la fin, à l'aidos. Aidos, c'est ça l'idée en grec de l'objet. Donc, ça, c'est le passage de Cassirer et il cite Platon, le Cratyle de Platon que vous lisez. Et donc, voilà, lui trouve que Platon donne un sens même à nos actions sensibles. Et c'est cela qui nous permet de passer au dernier moment de notre conférence. C'est comment Cassirer parle de Platon et où est-ce qu'il placerait dans sa façon, la façon dont il explique comment on connaît, où est-ce qu'il placerait les idées de Platon. Et donc, on a là déjà le texte qui nous donne une idée claire. Excusez-moi. Alors, donc, nous en venons au point qui concerne Cassirer. Et pour Cassirer, la connaissance, c'est une relation. Et pas n'importe quelle relation, c'est une relation symbolique. C'est vraiment les symboles partout chez Cassirer. Alors, je parlais de l'exemple de Cratyle que Cassirer cite, c'est en rapport avec l'art. Donc,
Pour Cassirer, par exemple, ce que vous voyez, c'est une forme symbolique. Mais c'est quoi une forme symbolique? Donc, vous voyez que Cassirer dit que l'artiste, le sculpteur, pour avoir ceci, avait une forme. Et que ce n'était pas important pour lui d'avoir un objet concret devant lui pour arriver à produire cette sculpture. Et donc, la forme là, c'est une forme de vision qu'il a. Par exemple, pour cet exemple, eh bien, ça prend quoi? Ça prend toute une réalité sociale. Donc, à l'époque, où ce n'est pas jusqu'aujourd'hui, comment fonctionnent les villages, mais une des caractéristiques de notre histoire, c'est l'oralité. Il n'y avait pas de l'écriture chez moi. Mais, quand même, il y avait des artistes, des gens qui pouvaient fixer les connaissances, le savoir, les informations sur la société. Et que ce sculpteur-là le faisait. Quelqu'un peut écrire un texte, c'est plaisant, oui, on a toutes les informations, mais eux avaient une autre façon de fixer la réalité sociale. Ça ne dépend pas de l'artiste, c'est vécu en lui, il a une forme, la fonction d'un ganga, d'un médecin traditionnel en lui, et il voudrait rendre ça visible. Donc, pour Cassirer, cette œuvre-là qu'on peut toucher, qui est visible, en étant visible, sensible, révèle, contient, recèle quelque chose qui n'est pas sensible. C'est cette vision de la société. C'est cette fonction du Nganga. Donc, pour Cassirer, quelque chose de sensible qui est l'œuvre de la conscience contient toujours quelque chose de non sensible. Et donc, forme symbolique, c'est toujours ce qui met en relation, ce qui relève du monde sensible et ce qui relève du monde intelligible. Donc, le symbole, c'est vraiment dans le sens du signe, en tant qu'il représente quelque chose, en tant qu'il joue une médiation, en tant qu'il nous transmet une information qui n'est pas sensible. Et donc, c'est cette relation, c'est cette unité entre ce qui est sensible, et ce qui ne l'est pas, que ça donne une forme symbolique. Et il prend l'exemple de Platon pour dire que, voilà, parce que Cassirer vivait l'époque où, après le siècle de lumière et tout ça, il y avait comme un conflit entre les sciences. Il y a les sciences mathématiques, les sciences expérimentales qui se présentaient comme des sciences modèles. Et qu'on disait que toutes les sciences humaines, les sciences humaines et l'art, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas la connaissance. Et Cassirer, sa problématique, c'était de montrer que c'est bel et bien une forme de connaissance. Parce que, vous voyez, ça transmet une information. Parce que pour lui, la connaissance signifie, c'est toute information qu'on peut avoir sur la nature, sur la société, sur toute forme de vie, toute forme d'activité dans notre vie. Et que l'artiste également nous transmet une information objective. Parce que ça ne dépend pas de lui. Il veut nous montrer c'est quoi la fonction d'un ganga. Et donc, l'artiste nous transmet une connaissance. Et ce qu'il y a de propre, c'est ça ce que Cassirer voulait montrer, qu'il y a une unité de toutes les formes de connaissances, la physique, les mathématiques, la biologie, la sociologie, l'art, c'est toujours de forme symbolique. Et nous prenons l'exemple de l'art pour l'illustrer. Donc, vous voyez,
Donc, lui, c'est cela, que dans toute activité, dans toute production de l'homme, il y a toujours cette relation qu'on établit entre ce qui relève du monde des sens. Par exemple, là, pour comprendre cette œuvre-là, Cassirer dit que le sens, ce que vous allez comprendre, est inhérent et appartient à l'objet lui-même. Le sujet, moi qui cherche à le connaître, je ne suis pas créateur du sens. Donc, vous voyez, même quelque chose de sensible est censé. C'est-à-dire peut nous donner de la connaissance. Voilà, c'est ça le Cassirer. Donc, c'est ça ce qui est important. Je vais vous donner un exemple pour montrer vraiment ce que vous pouvez retenir de ces concepts de forme symbolique. Voyez, vous êtes en train de lire Cratyle et qu'à la fin, il faut produire un travail. Ça signifie que ce qu'on vous demande, c'est la connaissance de la problématique dans cet ouvrage de Platon. Mais qu'est-ce que vous faites pour y arriver? Mais vous voyez que vous lisez, vous relisez. Et la première chose, quand vous le faites, c'est que vous notez, vous prenez des propositions qui vous intéressent, vous vous répétez. Et après avoir tapé à l'ordinateur, écrit une proposition, peut-être vous revenez, oh, ça c'est pas bien rendu. Il faut que je reformule. Parce que Cassirer dit qu'on est des êtres symboliques. On se comprend mieux que quand on exprime, quand on rend sensible ce que nous pensons. Et peut-être qu'on se rend compte qu'on ne l'a pas bien rendu, on se corrige. Donc l'erreur n'est pas fatale. Parce que c'est cette façon que nous connaissons. Et finalement, on a des idées et on cherche à faire quoi? À faire le lien pour avoir finalement la connaissance de la problématique dans le livre. Et ce que vous allez obtenir finalement ne va pas dépendre de vous. Tout le monde va arriver à la même compréhension, même si vous n'aurez pas le même terme de la langue pour rendre la compréhension de l'ouvrage. Donc, le sens de l'ouvrage, ce n'est pas vous qui le créez, c'est inhérent, ça appartient à l'ouvrage lui-même. Et que Platon lui-même, nous comprenons ses pensées qui ne sont pas sensibles à travers ce qu'il a rendu comme sensibles. Et c'est comme ça que Cassirer a dit, on est des êtres symboliques. On se connaît mieux quand on exprime. Et il montre qu'il y a des fonctions comme ça chez l'homme. D'abord, la fonction des bases, il parle de Basisphénomène. En allemand, c'est le phénomène de base. Pour lui, il faut commencer par ce cadre expressif qui nous met en relation avec le sensible. C'est fondamental. Le sens appartient au sensible. Ce n'est pas vous qui créez le sens. Alors maintenant, il faut chercher à l'organiser. Et après, vous aurez un schéma du livre, une idée du livre. Vous vous dites, oh, je peux peut-être le rendre comme ça. Et finalement, vous avez ce qu'on appelle la connaissance du livre. Donc, vous voyez, la connaissance symbolique n'est pas immédiate. C'est tout ce qui s'oppose à la connaissance immédiate. Parce qu'il faut construire. C'est de cette façon que nous connaissons. Mais alors, l'autre côté que Cassirer aborde, mais ce n'est pas l'objet de notre conférence directement, c'est quoi finalement la nature des idées chez Platon? Je vous ai dit qu'il y a comme une hiérarchie des idées chez Platon et qu'il y a le mathématique. Et pour Platon, un autre problème, c'est que comment comprendre que Platon, dans un livre où il parle de la justice ou de la vertu dans le Ménon, la justice dans la République, comment il arrive à parler des mathématiques, de la géométrie? Alors, brièvement,
la justice, d'abord, chez Platon, c'est une sorte d'équilibre, d'harmonie entre les biens particuliers que chacun de nous peut poursuivre dans sa vie. Il y a des gens qui veulent être médecins, il y a des gens qui veulent être des enseignants. Et tout au long de leur vie, de leur formation, ils ont une forme de ce qu'ils veulent devenir, parce qu'ils ne sont pas encore enseignants, ils ne sont pas encore médecins. Donc, ils poursuivent un certain bien. Et il y a des gens qui pouvaient peut-être ne pas vouloir devenir médecin, mais peut-être devenir, je ne sais pas, un avocat. Mais pourquoi ils s'accrochent à devenir médecin? Parce qu'ils se sentent bien avec ça. C'est un bien pour lui. Et que ce qu'il a d'abord, ce n'est pas le fait qu'il peut gagner sa vie financièrement, matériellement, mais c'est d'abord quelque chose avec lequel il se sent bien. Donc, il poursuit un certain bien. Il a la forme de ce qu'il veut devenir. Et alors, dans une société, chacun poursuit un bien particulier. Maintenant, la justice pour Platon serait cette harmonie entre le bien particulier. Ça demande de formation également différente. Et alors, Platon dit, maintenant, qu'est-ce qui pourrait garantir cette justice? Qui? C'est comme ça que lui donne les conditions pour avoir une cité juste. Et il dit, le gouvernant, c'est celui qui doit être capable de faire abstraction de biens particuliers pour voir ce qui est commun à tous les biens. Et celui-là doit avoir comme une gymnastique, les mathématiques, la géométrie, puis vous voyez un triangle, ce n'est pas un objet que je rencontre dans le monde sensible, c'est abstrait. Et les mathématiques, la géométrie serait comme une gymnastique, un bel entraînement pour celui qui veut guider les autres vers le bien commun, vers le bien qui est au-dessus, qui fait abstraction de biens particuliers. C'est celui qui pourra être capable de faire abstraction de ses intérêts. C'est celui-là qui aura compris ce qu'est la justice. Et il dit, la justice, c'est la vertu propre de l'âme. Et donc, celui-là, il faut qu'il arrive à avoir le point de vue de l'âme, le point de vue objectif, qui fait abstraction. Abstraction signifie qu'on laisse de côté nos intérêts particuliers, et on retient l'essentiel. Ça ne signifie pas qu'on néglige les intérêts des gens particuliers. Et donc, voilà, les mathématiques vont essayer d'initier, d'entraîner ces gens-là à être capables d'abstraction. Parce que la connaissance exige l'abstraction. Et le bel entraînement, c'est la géométrie qui donne ça. C'est comme ça que le gouvernant doit passer par la géométrie. Et alors, je vais vous lire, pour terminer, un passage de Platon. Alors, il y a la littérature, les gens qui ont fait des commentaires sur Platon, qui parlent, qui disent que Platon aurait écrit devant son académie, c'est l'école qu'il avait fondée, et qu'il aurait écrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc, vous voyez, donc géomètre, là, ce n'est pas le sens technique de la géométrie, mais c'est la science qui nous aide à avoir le sens de l'abstraction. Et donc, c'est comme ça que... Mais je vais vous lire un passage ici où Platon ne parle pas, on ne retrouve pas nécessairement cette inscription-là, mais quelque chose qui... Alors, voilà, il dit, ça c'est dans la République de Platon, « Nous mettrons donc nos instances à recommander aux citoyens de notre belle République
de ne point négliger la géométrie. Elle a d'ailleurs des avantages accessoires qui ne sont pas à dédaigner. La géométrie servait aux gouvernants parce qu'ils devaient d'abord être guerriers, comment établir le champ de bataille, comment placer les troupes, comment faire tous les calculs possibles. Mais Platon dit, oui, ça c'est accessoire. Mais ce qui nous intéresse, c'est la connaissance que nous donne la géométrie, c'est le sens de l'abstraction. Donc, il faut recommander aux gouvernants comme une gymnastique pour qu'il apprenne son âme à regarder vers l'idée du bien. Et pour arriver à cette idée de la justice qui est la perfection, il faut passer par une propédeutique, la géométrie. Je vous dis et je vous remercie.